Bonjour à tous, on va commencer Je pleurais en silence de Joe Peters. À Michel, mon âme sœur, à mes 5 merveilleux enfants, Darren, Liam, Kirsty, Léa, Shannon et Paige, merci pour votre amour et votre soutien. Papa. À la mémoire de mon père, George William. J'espère que tu es fier que j'ai réussi à surmonter ces années de souffrance et que tu peux reposer en paix maintenant que j'ai trouvé le bonheur. Affectueusement, ton fils. Chapitre 1. Lutte acharnée. Je n'ai jamais douté une seconde de l'amour infini de mon père et je l'ai adoré dès les premiers instants de ma vie. C'était un homme grand et beau, avec des yeux pétillants. Il était apprécié partout où il allait et j'avais toujours l'impression d'être le roi du monde quand nous étions ensemble. J'étais son premier enfant, sa fierté et sa joie. Il m'avait mis sur un piédestal et je le vénérais tout autant. Mon petit Joe, disait-il affectueusement en m'asseyant sur ses genoux et en ébouriffant mes cheveux bruns et bouclés. Quand je repense à cette époque, je me vois cramponné à ses longues jambes, regardant le monde entre ses deux piliers ou assis dans sa voiture, en train de l'observer pendant qu'il travaillait. Il était mécanicien de Norwich dans un garage appartenant à un Irlandais du nom de Grimm. Il avait fait ses débuts comme apprenti dès qu'il avait quitté l'école. Toute la famille de Grimm s'était prise d'amitié pour lui et ses parents le considéraient presque comme l'un de leurs enfants. Ils s'étaient montrés dignes de leur confiance et s'étaient vu confier de plus en plus de responsabilités, si bien qu'en l'absence de Grimm, c'était lui qui dirigeait le garage. Ses patrons et les employés ne juraient que par lui. Papa semblait avoir cet effet sur tout le monde. Je profitais moi aussi de cet état de grâce quand j'étais avec lui. Je me sentais toujours en sécurité et heureux quand il était auprès de moi. Ma mère, en revanche, était une femme terrifiante. Elle était presque aussi grande que papa. Elle avait des cheveux noirs de jet et une mine renfrognée. J'avais l'impression qu'elle était toujours en colère, en particulier contre papa et moi. Mes 3 frères aînés, issus de son premier mariage, s'en tiraient à bon compte, mais dès que je me trouvais près d'elle, elle s'en prenait violemment à moi, me frappait à la tête, me donnait des coups de pied et me faisait tomber. Elle me traitait de toutes sortes de noms que je ne comprenais pas et me hurlait après jusqu'à ce que, complètement terrifiée, j'aille me recroqueviller dans un coin. Conscient de sa nature violente et de sa haine envers moi, papa ne me quittait jamais des yeux. Je le suivais partout où il allait. Quand j'étais bébé, il veillait toujours à ce que je sois auprès de lui. Je ne pouvais pas quitter son champ de vision. Pardon. Non seulement il m'emmenait au travail, mais il m'emmenait aussi aux toilettes. Il n'avait d'ailleurs pas besoin d'insister pour que je le suive. Je ne le quittais pas d'une semelle. Nous avions un lien très fort et il passait tous mes caprices. Si je voulais des smacks, il m'en achetait un paquet par jour et me laissait les manger. Malheur à lui si maman s'en apercevait. T'es en train de pourrir hurlait-elle. Et tu sapes tous mes efforts pour lui apprendre qu'il ne peut pas tout avoir. Il peut avoir tout ce qu'il veut, répondait papa d'un ton qui signifiait que le chapitre était clos. Au début, j'ignorais pourquoi il y avait cette lutte acharnée entre eux autour de ma personne, mais tant que je pouvais rester avec papa, tout allait bien pour moi. Lorsque nous sommes allés nous installer chez son amie Marie, j'étais encore plus heureux. Marie était jolie et gentille. Elle avait de longs cheveux roux et me traitait toujours bien. J'aimais sa façon de me parler. Elle se mettait toujours à mon niveau pour que je la comprenne et prenait mes sentiments en considération. Je ne pense pas l'avoir entendue une fois élever la voix. Pourtant, quand nous sommes allés nous installer chez Marie, maman est devenue encore plus furieuse. Elle se pointait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour tenter de me récupérer. J'étais alors terrifiée et me cramponnais à papa pendant qu'ils se disputaient. Un jour, alors que j'étais âgée de 4 ans, papa n'a pas pu m'emmener au travail et m'a confié à sa sœur Mélissa, en lui disant de ne laisser maman s'approcher de moi sous aucun prétexte. Maman a pourtant réussi à savoir où je me trouvais et est venue chez Tati Mélissa, en insistant pour me ramener à la maison. Mélissa s'y est opposée de toutes ses forces, mais maman n'a rien voulu savoir. J'étais dans le couloir, tremblant de tout mon corps, pendant que les 2 femmes échangeaient des insultes. C'est pas ton enfant hurlait maman. J'ai appelé la police et te faire arrêter pour enlèvement d'enfant, espèce de garce. Tu es une mère indigne, a répliqué Mélissa. Regarde-toi, tu es déjà bourré à 11 heures du matin. Voyons ce que la police va dire de ça. Je me suis bouché les oreilles pour ne plus entendre leurs cris, mais ma mère m'a soudain saisi le bras et m'a traîné devant Mélissa, puis m'a forcé à sortir de la rue. Salope hurlait Mélissa, mais elle a laissé maman m'emmener.
Peut-être a-t-elle eu le sentiment qu'elle n'avait pas le choix, car elle n'était que ma tante. Je criais. Non, maman, non tandis qu'elle me tirait dans la rue. J'étais terrifiée, car je savais que j'allais être punie pour une raison qui me dépassait complètement. Dès que nous avons franchi le seuil de la maison, maman m'a asséné un coup au visage et je suis tombée par terre. Elle m'a pris par les cheveux pour me relever et s'est mise à me frapper au visage et sur tout le corps. Elle était folle de rage. Je criais à plein poumon et me tordais dans tous les sens pour lui échapper, mais j'étais incapable d'esquiver ses coups. La ferme, bâtard! Tout en me tenant par les cheveux, elle m'a fait pivoter jusqu'à ce que mes jambes heurtent violemment le mur. Lorsqu'elle m'a lâché, je me suis effondrée au sol, hébétée, et à moitié inconscient à cause des coups. Pourtant, maman n'en avait pas fini avec moi. Elle a cherché dans la pièce un moyen de m'infliger une correction que je ne serais pas près d'oublier. Et ses yeux se sont posés sur la planche à repasser. Elle devait être en train de repasser lorsque quelqu'un l'avait appelée pour lui dire que j'étais chez Mélissa et avait sans doute laissé le fer brancher en partant en toute hâte. Elle m'a pris la main et m'a traînée dans la pièce, puis a appuyé ma paume contre le métal brûlant jusqu'à ce que ma chair commence à grésiller. J'ai hurlé, incapable de me contenir face à une douleur aussi intense. Tu n'es qu'un sale gamin trop gâté, et tu ne reverras plus jamais ton sein de père! Elle m'a poussée, et je suis tombée par terre en sanglotant et en serrant ma main brûlée, atrocement douloureuse, terrifiée à l'idée qu'elle puisse m'éloigner de mon père. Papa! Papa, aide-moi! Après que maman m'avait emmenée de force, Mélissa avait appelé papa pour lui raconter ce qui s'était passé. Il a immédiatement quitté le garage et s'est précipité chez maman. Lorsqu'il est arrivé, il m'a trouvée en larmes avec un œil au beurre noir et des marques de brûlures violettes sur la main. Dès que je l'ai vu, je suis allée me réfugier entre ses jambes et je me suis accrochée à lui avec ma main non blessée, tremblant de peur, cherchant à tout prix à m'éloigner d'elle. Mais regarde ce que tu lui as fait! A crié papa. Tu es sa mère et tu le terrorises! C'est pas moi, c'est toi! A-t-elle crié à son tour. Toi et ta putain! Vous l'avez monté contre moi! Qu'est-ce que t'as fait à sa main? A demandé papa en regardant horrifié ma peau rouge couverte de cloques. Oh! Il a touché le fer à repasser! Il a fait des bêtises comme d'habitude! Et c'est bleu sur son visage, c'est quoi? Il est tombé! Amène-moi, papa! L'ai-je supplié. Maman m'a pris par un bras, papa s'est empressé de saisir l'autre, et chacun s'est mis à me tirer. On aurait dit deux chiens qui se disputaient un os. Ils tiraient si fort que j'ai cru qu'ils allaient m'arracher les bras. Hors de lui, papa lui a asséné un coup en plein visage pour la forcer à me lâcher. Il m'a ensuite pris dans ses bras et s'est enfui de la maison en me serrant contre lui, comme s'il ne voulait plus jamais me laisser partir. Je criais, sanglotais, incapable de me contrôler. Il m'a installée dans sa Ford Capri et m'a emmenée au service des grands brûlés à l'hôpital pour faire soigner mes plaies. Je me souviens que je tremblais encore de tout mon corps à l'hôpital, même après avoir pris des médicaments contre la douleur. Je suppose que j'étais en état de choc. Et voilà, a dit papa à Marie d'une voix sombre alors que nous étions de retour chez elle. Je ne le confierai plus jamais à quelqu'un, ni à toi, ni à Mélissa, ni à qui que ce soit. À partir de maintenant, je l'emmènerai partout. Quel soulagement! Papa allait veiller sur moi, il allait empêcher maman de m'approcher, tout irait bien à présent. C'est peu après cet événement que Marie m'a expliqué la cause des problèmes entre papa et maman. D'abord, elle m'a raconté que maman, qui s'appelait Leslie, venait d'une famille très stricte. Son père était dans l'armée et sa mère, qui travaillait à l'usine, était extrêmement sévère. Maman devait donc penser qu'il était normal de tyranniser et de battre les enfants. Elle croyait peut-être que tous les enfants étaient élevés de la sorte. Pendant que Marie parlait, je me suis souvenue des fois où j'étais allée chez mes grands-parents avec mes frères aînés. On avait plus l'impression d'être à l'armée que dans une famille. Tout était interdit, tout était punissable. Si l'un de nous bougeait, il enfreignait une règle ou une autre, et ce faisant immédiatement réprimandé, ou recevait une gifle. Les germes de la violence avaient dû être semés dans cette maison, et maman ne faisait que reproduire ce qu'elle avait connu. Je ne me souviens pas comment Marie expliquait à un enfant de 4 ans la relation complexe qu'elle entretenait avec mes parents. Elle s'est peut-être contentée de me dire « Ta maman est en colère, parce que ton papa préfère rester avec moi. »
Mais au fil des années, j'ai pu reconstituer leur histoire d'après les bribes d'informations que j'ai pu glaner çà et là. Maman avait épousé très jeune son amour d'enfance. C'est sa famille qui l'avait obligée à se marier car elle était tombée enceinte. Leur fils, Wally, était l'aîné des 3 enfants que maman avait eus avec ce camarade d'école. 2 autres garçons allaient suivre, Larry et Barry. À partir du moment où elle a eu des enfants, Leslie s'est transformée en véritable ménagère, et ce rôle est devenu une obsession plutôt qu'un mode de vie. Sa maison était toujours impeccable. Malheur à celui qui laissait tomber une miette sur la moquette. D'après ce qu'on m'a dit, les liens qui unissaient Leslie et son premier mari étaient plutôt forts au départ, même si les enfants ont tous été élevés dans l'esprit strict que ma mère avait connu elle-même durant sa jeunesse. Pourtant, la mort de leur 4e enfant, juste après sa naissance, a créé une faille entre elle et son mari. Leur mariage n'a pas survécu à cette épreuve et s'est terminé par un divorce. Leslie s'est donc retrouvée seule avec ses 3 enfants, rongée par la colère et le ressentiment. En bref, elle en voulait au monde entier. C'est à cette époque qu'elle s'est mise à boire sérieusement, sans doute pour noyer son chagrin, et que le père des enfants est sorti de leur vie pour toujours. Le problème avec l'alcool, c'est qu'il permet certes d'atténuer la douleur dans un premier temps, mais il peut aussi alimenter la colère qui couve sous la surface, et Leslie ressemblait à une marmite prête à exploser. L'alcool absorbe aussi les économies de la famille et peut vous mettre dans une situation encore plus délicate. S'il y avait bien une chose que Leslie voulait éviter à tout prix, c'était de se retrouver prisonnière dans sa propre maison. Elle a commencé à fréquenter assidûment les pubs et les discothèques. Elle était encore jeune et avait besoin de s'amuser. Peu après son divorce, elle est allée à une fête que Marie, une ancienne camarade d'école, avait organisée à l'occasion de son anniversaire de mariage avec un homme appelé Frankie. Leslie était encore une jeune femme séduisante, très vive, et ce soir-là a été bien décidée à en profiter. C'est pendant cette soirée qu'elle a rencontré mon père, William, un ami de Marie et de Frankie. Il était célibataire à l'époque et s'est montré très intéressé. Ce que Leslie ignorait, c'est que Marie et William étaient amoureux l'un de l'autre, mais qu'ils ne pouvaient rien faire car ni l'un ni l'autre ne voulait trahir Frankie, que William considérait comme son meilleur ami. Leslie, qui pensait simplement profiter d'une bonne soirée, venait en fait de s'immiscer sans le savoir dans un triangle amoureux au bord de l'explosion. William était au dire de tous un grand séducteur qui pouvait illuminer une pièce de sa seule présence. Il aurait pu séduire n'importe quelle femme ce soir-là. Mais c'était de Marie qu'il était amoureux, et il commençait à se demander comment il allait faire pour la chipper à son pote Frankie. Il fallait bien sûr s'assurer dans un premier temps qu'elle était aussi entichée de lui. Il se sentait exclu ce soir-là, en regardant Frankie et Marie fêter leur anniversaire de mariage. Dans l'espoir de rendre Marie jalouse, William a décidé de séduire Leslie, qui avait sans doute tout juste assez bu pour paraître aimable. Je suppose qu'il espérait ainsi amener Marie à prendre conscience de son amour pour lui en le voyant draguer son ami et la pousser à quitter Frankie pour lui. C'était un jeu dangereux qui ne pouvait que se terminer dans les larmes. Mais il arrive souvent que les jeunes gens ne mesuraient pas les conséquences de leurs actes, surtout quand ils ont déjà bu quelques verres. Le flirt entre William et Leslie avait sans doute commencé innocemment sur la piste de danse par quelques caresses et baisers discrets, mais les choses sont vite allées plus loin. 1 ou 2 mois plus tard, Leslie était enceinte de moi. Je ne pense pas que papa ait un jour été amoureux de maman parce que c'est Marie qui l'aimait. C'est sans doute à elle qu'il pensait tout le temps, même le soir où j'ai été conçue. Mais c'était un homme honnête, et lorsqu'il a découvert que Leslie était enceinte, il a décidé de l'épouser. Il n'a pas été franchement ravi d'apprendre qu'elle avait déjà 3 enfants d'un premier mariage, car elle s'était bien gardée de lui dire le soir de leur rencontre. Pourtant, maman venait d'une famille très catholique, et il a réalisé qu'il n'avait pas d'autre choix que de lui passer la bague au doigt. Malgré sa volonté d'épouser Leslie, William était toujours amoureux de Marie, et son plan destiné à éveiller sa jalousie semblait avoir fonctionné. Marie avait finalement décidé de céder à ses avances, même s'il était désormais fiancé à sa copine, et était toujours le meilleur ami de son mari. Je n'étais pas née que le terrain était déjà miné. Il était évident que les choses allaient finir par mal tourner. Après ce soir-là, mon père et Marie ont laissé libre cours à leur passion au mépris de toute prudence. Un jour, Frankie est rentré chez lui à l'improviste et a surpris sa femme et son meilleur ami au lit. Incapable de trouver quelque chose à dire à ces êtres qu'il avait trahis, il a tourné les talons et est sorti de la pièce sans mot dire. Papa, honteux, s'est empressé de se rhabiller et a couru après Frankie, mais il était trop tard pour sauver leur amitié.
Les deux hommes ont commencé à se disputer puis à se battre dans la rue. Quand Frankie est rentré chez lui, il s'en est pris à Marie. Et ce jour de trahison et de violence, leur mariage a vécu ses derniers instants. Et papa, furieux qu'un homme ait osé lever la main sur la femme qu'il aimait, est parti à la recherche de Frankie. Tout le monde, y compris Leslie, a été au courant de ce qui s'était passé. Pourtant, il était impossible de faire marche arrière. Leslie attendait un enfant d'un mari qui avait une liaison avec sa meilleure amie. Elle était humiliée et très en colère de l'affront qu'il venait de lui faire. Quand je suis née en 1973, Frankie avait disparu et papa faisait des allers-retours entre Leslie, la mère de son fils adoré, et Marie, l'amour de sa vie. Et j'étais née dans une poudrière et j'étais en quelque sorte l'étincelle qui allait y mettre le feu. Si je n'avais pas été conçue, je suis sûre que papa n'aurait jamais épousé maman et que Marie et lui seraient restés ensemble et auraient été très heureux. Mais j'étais là. Et à partir de ce moment, tout a changé. Chapitre 2. La guerre est déclarée. Le garage dans lequel papa travaillait n'était pas très grand. Il y avait 2 ou 3 ponts élévateurs pour soulever les voitures quand les mécaniciens devaient se glisser dessous, des bureaux miteux et une salle d'attente pour les clients sur le côté. Tous les murs étaient couverts d'empreintes de mains huileuses. J'aimais le bruit et l'odeur de cet endroit lorsque tout le monde était occupé à travailler. Quand les réparations ne nécessitaient pas un passage sur le pont élévateur, papa travaillait parfois dehors, sur l'accotement herbeux, à côté de la route où Grimm exposait quelques vieux tacos qu'il vendait au rabais. Papa aimait réparer les voitures en plein air et je préférais aussi être dehors. Il n'y avait alors que lui et moi, plus les voitures et les passants que je pouvais observer. Je lui demandais toujours si je pouvais avoir le visage couvert de souilles comme lui, et je criais de plaisir quand il passait les doigts sur un moteur sale, puis m'enduisait le nez et les joues de graisse comme s'il s'agissait d'un rituel d'entrée dans une secte maçonnique secrète réservée aux mécaniciens de voitures. Quand il travaillait sous un pont élévateur, il m'installait dans sa Ford Capri, garée dans l'avant-cour, et me disait de rester là et de jouer jusqu'à ce qu'il ait terminé. Mais quand il réparait un moteur, il installait une grande chaise à côté du véhicule et me laissait bricoler sous le capot exactement comme lui. La plupart du temps, je le dérangeais plus que je ne l'aidais, mais il ne s'énervait jamais quand je faisais des bêtises. Il se contentait de plaisanter et de me faire rire. Je suppose que s'il aimait tellement aller au travail, c'était parce qu'il pouvait s'échapper quelques heures de la pression de sa vie sentimentale. Aussi charmant soit-il, un homme partagé entre 2 femmes ne peut pas avoir la vie facile. Il était entièrement responsable de sa situation, mais elle n'en était pas moins très difficile à vivre au jour le jour. Le bavardage et les plaisanteries de ses collègues de travail devaient être une vraie cure de repos par rapport à ce qui se passait dans sa vie privée. En fait, maman n'avait jamais été facile à vivre. La colère avait accumulé depuis la mort de son 4e enfant, et l'échec de son premier mariage n'avait fait que croître lorsqu'elle avait découvert que son 2e mari couchait ouvertement avec sa meilleure amie et ne cachait pas qu'il en préférait la compagnie. Je ne pense pas que papa ait cherché à dissimuler la nature de ses sentiments pour Marie, ce qui devait être très dur à accepter pour maman. De son côté, elle n'a sans doute fait aucun effort pour le reconquérir. Il est toujours difficile de savoir exactement ce qui se passait dans un couple, et j'étais certainement trop jeune pour comprendre cet embroglio émotionnel. Tout ce que je savais, c'est que papa était mon protecteur, alors que maman avait tendance à me battre sans raison apparente quand il n'était pas auprès de moi. Mes frères aînés avaient peut-être subi les mêmes punitions quand ils étaient plus petits, mais papa n'avait pas été là pour les protéger. Il n'était pas vraiment son problème. Sa principale préoccupation étant désormais de me mettre à l'abri de la colère de sa femme et me garder toujours avec lui. Comme nous étions toujours ensemble et qu'il ne cachait pas à quel point il m'aimait, maman portait le même regard sur moi que sur lui. Elle me considérait comme un intrigant, comme un membre du complot ourdi par papa et Marie contre elle. À ses yeux, j'étais tout aussi responsable que papa ou Marie de l'humiliation qu'elle avait subie. Consciente de l'amour que papa me portait, elle profitait de la moindre occasion pour m'utiliser contre lui. On m'a raconté qu'un jour, alors que je n'étais encore qu'un bébé, elle m'avait suspendue par une jambe depuis une fenêtre à l'étage. Mon père venait de sortir de la maison après une dispute, et elle avait crié « Tu veux récupérer ce petit bâtard ?» Mon père a paniqué en me voyant suspendue à 4 mètres du trottoir en béton et s'est précipité dans la maison.
Il a donné un coup de pied dans la porte et est monté à l'étage à toute vitesse pour me sauver, car il ne doute pas qu'elle était tout à fait capable de me laisser tomber quand elle était dans une telle rage. Lorsqu'il a fait éruption dans la pièce, elle m'avait reposée dans mon lit, heureuse d'avoir obtenu la réaction qu'elle attendait. Apparemment, ils se sont ensuite battus. Elle a fini avec la lèvre enflée et lui avec les deux yeux au beurre noir. Il a dit qu'il n'avait jamais levé la main sur une femme auparavant, mais qu'elle l'avait poussé à bout en risquant ainsi ma vie. Papa a quitté la maison en me serrant bien fort contre lui et en se promettant de ne plus jamais me laisser seule avec elle. Maman a ensuite appelé la police pour leur dire que papa m'avait enlevée et qu'elle avait besoin de leur aide pour me récupérer. Elle pouvait être très convaincante quand elle parlait aux autorités. Avec son visage couvert de bleu, elle n'a sans doute eu aucun mal à les persuader qu'elle était la victime, qu'elle était une mère dévouée qui ne pensait qu'à l'intérêt de son enfant, alors que papa n'était qu'un coureur de jupons violent, incapable de s'occuper d'un bébé. En la frappant et en m'emmenant, il a joué le jeu de Leslie et l'avait fait passer pour la victime innocente d'un homme brutal. La police est donc intervenue et lui a dit de rendre le bébé. Il a finalement été contraint de revenir puisqu'il ne voulait plus jamais me laisser seule avec elle. Cette décision a dû être particulièrement difficile pour lui, et il a dû en vouloir à maman de l'avoir mise au pied du mur. La stratégie de Leslie avait été payante, provisoirement du moins. Elle s'était servie de moi pour forcer papa à quitter Marie. Comme il ne voulait pas perdre son fils, comme il savait que j'avais besoin de lui pour me protéger de la colère de maman, il a été contraint de rentrer à la maison. Elle avait parié sur le fait qu'il aurait plus peur de me perdre que de perdre Marie, et elle ne s'était pas trompée. Il devait se sentir déchiré entre Marie et moi, incapable de renoncer à l'un plutôt qu'à l'autre, mais constamment dans l'angoisse des réactions de maman. Même s'il était désormais de retour à la maison, il n'en était pas moins vigilant, et répugnait à me laisser seule dans une pièce avec elle. Il m'emmenait partout, en particulier au travail, mais aussi chez Marie quand il ne pouvait plus résister à la tentation d'aller la voir. Maman n'a pas tardé à réaliser que son plan ne fonctionnait pas aussi bien qu'elle l'avait cru, que les sentiments de papa pour Marie étaient trop forts et qu'il était incapable de renoncer à elle, donc il savait que je ne risquais rien. Maman était sans doute furieuse qu'il eût préféré Marie, et elle m'a considérée comme un complice de son comportement, comme un autre ennemi, même si j'étais beaucoup trop jeune pour comprendre ce qui se passait entre les adultes qui m'entouraient. Malgré leur relation explosive, ou peut-être à cause d'elle, papa et maman se sont réconciliés à plusieurs reprises et durant ces périodes de trêve, elle est retombée 2 fois enceinte. Elle a donné naissance à une fille, appelée Ellie, née 18 mois après moi, et un garçon nommé Thomas, qui avait pratiquement 3 ans de moins que moi. Il devait y avoir une certaine passion dans leur relation, en plus de cette colère, puisqu'ils ont continué à fonder une famille au milieu de leurs disputes. Dès sa naissance, ma sœur Ellie est devenue la préférée de ma mère, son petit ange. Elle n'a jamais voulu lui faire du mal comme elle m'en faisait à moi. Elle maltraitait Thomas, mais elle n'entretenait pas la même haine envers lui qu'envers moi. Avec sa logique particulière, elle me rendait responsable des incartades de papa, mais pas les deux autres. C'était sans doute parce que j'étais le préféré de papa ou parce que je lui ressemblais beaucoup. Les gens qui connaissaient notre famille à l'époque me disaient que papa n'a jamais été aussi inquiet pour ses 2 autres enfants qu'il l'était pour moi. Peut-être pensait-il qu'il n'était pas aussi en danger que moi avec elle. Peut-être sentait-il qu'elle me vouait une haine complètement irrationnelle. Peut-être maintenait-il volontairement ses 2 autres enfants à distance dans l'espoir qu'elle les traiterait mieux si elle ne les associait pas à lui et à Marie. À moins qu'il ne m'ait gardé auprès de lui parce que j'étais un peu plus vieux et que je l'adorais. Mais puisqu'il avait déjà un petit garçon toujours à ses côtés, il n'a sans doute pas ressenti le besoin de s'occuper autant des autres. Je ne sais pas vraiment ce qu'il pensait ou ce qu'il ressentait pendant les premières années de ma vie. Je sais juste qu'il était mon héros, mon copain et mon protecteur. Peu après la naissance de Thomas, papa et maman ont décidé de se raccommoder, une fois pour toutes. Papa a quitté Marie à contre-cœur et est revenu à la maison pour tenter d'être un père pour nous 6. Ses 3 enfants plus les 3 fils de maman. Mais il a toujours veillé à ce que je reste dans son champ de vision. Terrifiée à l'idée d'être battue par ma mère, je me cramponnais toujours à lui, et plus je m'accrochais, plus maman s'en irritait. Sa haine envers moi semblait s'accroître de jour en jour. Leur tentative de réconciliation n'a pas fait long feu. Papa et moi avons fini par nous installer définitivement chez Marie. J'avais 4 ans alors. Maman n'était pas parvenue à sauver son deuxième mariage et avait définitivement perdu son mari.
Il avait engagé une procédure de divorce et maman se plaignait de nous et qui voulait bien l'entendre. Elle s'est sans doute attiré beaucoup de compassion puisqu'elle jouait parfaitement le rôle de la femme trompée et abandonnée, mais tous ceux qui la connaissaient, qui savaient comment elle se comportait chez elle, n'étaient pas surpris que papa lui ait préféré Marie. Déterminé à me protéger d'elle jusqu'au bout, papa est allé au tribunal pour dire que maman était une mère indigne et que je serais en danger s'il me laissait avec elle. Il y a eu des auditions et des discussions avec les services sociaux. Et sa sœur, Mélissa, m'a raconté depuis qu'elle avait pensé à l'époque que papa était beaucoup trop protecteur et obsédé par ma sécurité. Personne ne pouvait savoir comment maman se comportait avec moi à la maison. Les relations entre papa et maman étaient si mauvaises que papa a fini par croire que Thomas n'était pas de lui. Je pense qu'il se trompait, mais quelqu'un avait dû lui dire qu'il avait vu maman avec un autre homme et éveillé ainsi ses soupçons. Une fois qu'il s'est mis dans la tête qu'elle l'avait trompé, il ne s'est plus jamais défait de cette idée. Peut-être souhaitait-il inconsciemment que maman l'ait effectivement trompé pour moins se sentir coupable, lui, d'avoir choisi Marie. Peut-être pensait-il que Thomas serait moins maltraité par maman s'il avait été engendré par un autre homme. Marie devait vraiment aimer papa pour supporter tout ça et pour accepter de le reprendre, alors qu'il avait encore fait 2 enfants à maman. Lorsqu'il est allé s'installer définitivement chez Marie, papa a promis qu'il allait demander le divorce pour cause d'adultère, même si je me demande bien comment il pensait pouvoir le prouver. Marie m'a annoncé un jour avec beaucoup d'enthousiasme que papa et elle allaient bientôt se marier et que nous formerions une famille heureuse. J'étais absolument ravie et impatient, mais la situation devait être beaucoup plus douloureuse et compliquée pour les adultes. Marie est ensuite tombée enceinte, ce qui n'a fait qu'accroître l'amertume et la colère de maman. Cette nouvelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et maman est partie chercher Marie dans l'idée de lui faire du mal physiquement, comme une sorte de cow-boy du Far West. Quand elle l'a trouvée, elle l'a battue violemment, déversant toute sa colère et son ressentiment sur elle. Ma mère avait une force incroyable quand elle était furieuse. Elle était encore mince à l'époque, mais elle était très grande, et personne n'était de taille à lui tenir tête. Pour ceux qui faisaient les frais de sa fureur, elle semblait possédée par le démon. Après cette expérience traumatisante pour elle, Marie a tout fait pour éviter maman et pour ne pas la contrarier. Parfois, quand j'étais avec elle, je me laissais aller à l'appeler maman parce que c'était ce qu'elle représentait pour moi. Elle était beaucoup plus maternelle que la femme violente et brutale qui m'avait mise au monde. Elle s'empressait alors de me corriger et me disait de l'appeler Tati Marie, terrorisée qu'elle était à l'idée que maman puisse apprendre ce que je faisais et ne finisse par disjoncter complètement en voyant dans mes propos la preuve que Marie essayait de lui voler son enfant après lui avoir volé son mari. Maman n'avait peut-être pas envie d'avoir affaire à moi, mais elle ne voulait certainement pas que Marie ait la satisfaction de m'enlever à elle. En attendant que le divorce soit enfin prononcé, Marie a changé de nom de famille et s'est fait appeler Madame Peters, comme nous, pour que nous ressemblions à une vraie famille. Elle s'est même mise à porter une alliance parce qu'à cette époque, les mères célibataires étaient encore considérées avec méfiance et suspicion. Pourtant, l'ombre de maman et de son caractère sauvage et violent planait toujours au-dessus de papa et Marie. Elle les rendait nerveux, même s'ils ne réagissaient pas forcément de la même façon. Pardon. En tout cas, ils s'attendaient toujours à ce qu'elles surgissent à n'importe quel moment pour les couvrir d'insultes ou chercher la bagarre. Ma sœur, mon frère et moi formions un lien indestructible entre papa et ma mère. Il payait son alliance imprudente avec une femme au caractère si imprévisible. Un jour, maman l'a appelé pour lui dire que Thomas, qui n'avait pas encore 2 ans, avait été emmené à l'hôpital. À cette époque, papa avait dû finir par accepter que Thomas était bien son fils parce qu'il s'était immédiatement rendu à son chevet. Recouvert de brûlures sur la moitié du corps, de la tête à la taille, Thomas avait été admis dans une unité de soins intensifs. Il y avait une casserole d'eau bouillante sur la cuisinière, a dit maman lorsqu'il a demandé ce qui s'était passé. Il était assis par terre, Larry a glissé et a renversé la casserole sur lui. Je doute que papa ait cru un seul mot de son histoire, même si a dû la raconter de manière très convaincante. Pourtant, il n'avait pas vraiment les moyens de prouver qu'elle mentait. Plus tard, mon demi-frère Wally nous a avoué que Thomas n'arrêtait pas de pleurer ce jour-là et que maman l'avait jeté dans un bain d'eau bouillante, dans un excès de colère.
Quelle que soit la vérité, Thomas a été couvert de cicatrices et a dû subir plusieurs greffes de peau pendant les années qui ont suivi. Papa était déjà très en colère quand il a entendu la version de ma mère et voulait absolument savoir pourquoi elle n'avait pas mieux veillé sur un bébé. Lorsqu'il a entendu la version de Wally, elle est immédiatement allée chercher Ellie pour qu'elle vive avec nous chez Marie pendant que Thomas était à l'hôpital et luttait pour survivre. Papa n'était peut-être pas aussi proche de Thomas ou d'Ellie que de moi, mais il n'avait pas l'intention de les laisser à la merci d'une femme capable de faire de telles choses à un petit enfant sans défense. Maman, de son côté, ne pouvait pas le laisser partir avec sa fille adorée, et elle venait constamment chez Marie, tapant furieusement contre la porte, hurlant des insultes, exigeant qu'on lui rende ses enfants, tombant à bras raccourcis sur papa et Marie quand elle le pouvait, ameutant les services sociaux en plaidant sa cause auprès d'eux pour que ses enfants lui soient rendus et soient enlevés à la putain de son mari. Papa a fini par comprendre qu'elle n'abandonnerait jamais, et il a laissé Ellie retourner avec elle, puisqu'elle n'avait jamais fait aucun mal à sa fille adorée. Quand Thomas est enfin sorti de l'hôpital, maman est allée le chercher et l'a ramené chez elle. Papa n'a rien pu faire. En revanche, il s'est toujours refusé à me laisser partir. Pendant quelque temps, maman a paru s'accommoder de la situation et semblait renoncer à chercher la bagarre. Mais cette accalmie n'a été que de courte durée. Lorsque maman est venue me chercher chez ma tante Mélissa et m'a ramenée de force chez elle, avant de me brûler la main sur le fer à repasser, papa a ensuite rapporté l'incident aux services sociaux, qui sont allés interroger maman. Elle est parvenue à les convaincre que c'était papa qui était violent, pas elle, et elle leur a montré les bleus qu'elle avait, puisqu'il l'avait battue pour pouvoir me récupérer. Elle pouvait être incroyablement convaincante quand elle le voulait. C'était comme s'il y avait eu deux personnes en elle. Un être charmant et souriant à l'extérieur, puis un monstre qui faisait éruption dès que les portes se refermaient sur son royaume. Elle a été très douée pour persuader les enseignants et les travailleurs sociaux qu'elle était une mère formidable, qui élevait courageusement ses enfants toute seule. Elle leur sortait le grand jeu et ils la croyaient. Quant à ceux qui la connaissaient pour ce qu'elle était réellement, ils avaient trop peur de la contredire et de ternir son image respectable aux yeux du monde extérieur. Cela ne me posait aucun problème d'être tout le temps avec papa, et quand j'étais petit, ses employeurs se sont montrés très compréhensifs. Ils ne se plaignaient jamais de ma présence au garage, même quand je faisais des bêtises, comme la fois où j'avais enlevé le frein à main dans la Ford Capri, alors que j'étais enfermée à l'intérieur pour jouer. Je me souviens parfaitement du visage horrifié de papa, tandis que la voiture roulait tranquillement en direction de la grande route. Il essayait en vain de la retenir, me criait de remonter le verrou, pendant que je riais, que je bondissais de joie, heureux d'être au centre de l'attention. Je devais avoir 3 ou 4 ans à l'époque. C'est bien, criait papa. Ouvre la porte, ouvre. Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés sur la route que j'ai réalisé le danger. À ce moment-là, il était déjà trop tard. La voiture roulait trop vite pour que je puisse ouvrir la portière à temps. Les gens se sont éparpillés dans toutes les directions en entendant papa crier, et heureusement, nous avons réussi à traverser la route sans heurter d'autres voitures ou des piétons. Papa courait avec la Ford Capri, la main accrochée à la portière. Nous nous sommes finalement arrêtés contre un mur, avec une haie au-dessus. Le choc m'a projeté en avant et ma tête a cogné violemment le tableau de bord. Comme il ne voulait pas me laisser ne serait-ce qu'une minute pour aller chercher la clé et que j'étais trop hébétée pour déverrouiller la portière, papa a brisé la vitre et a remonté lui-même le verrou. Quand il est enfin parvenu à me faire sortir, il m'a serré si fort contre lui que je n'arrivais presque plus à respirer. Il pleurait à cause du choc et n'a même pas pensé à me gronder. Je m'en suis vraiment tirée à bon compte, et je n'allais pas m'en plaindre. Personne au garage ne voyait d'inconvénient à ce que papa m'emmène. Il travaillait là-bas depuis si longtemps que c'était un peu lui le patron. Mais il aurait été beaucoup plus difficile de fermer les yeux quand maman se pointait, et, accusant papa de m'avoir kidnappé et déblatérant sur sa putain, cherchait la bagarre pour me récupérer. Je suis certain qu'elle ne voulait pas vraiment de moi. Ce qui l'intéressait surtout, c'était les allocations qu'elle aurait pu toucher. Et elle ne voulait surtout pas que papa ou Marie ait quelque chose qui aurait dû lui revenir. Elle avait appris l'incident avec le frein à main et avait essayé de s'en servir pour prouver que papa était un père irresponsable en m'emmenant au travail. Elle ne manquait jamais une occasion d'essayer de le piéger dans la guerre qui les opposait. La plupart du temps, elle était ivre quand elle décidait d'aller au garage. Elle cherchait toujours la bagarre, provoquant papa pour qu'il lève la main sur elle.
Quand il la voyait franchir l'entrée du garage en titubant, papa demandait toujours à ses collègues de m'emmener dans le bureau à l'abri du danger, et nous regardions les deux se livrer une bataille acharnée. Je savais déjà que je n'aimais pas ma mère. J'avais peur d'elle, et en la voyant agir à travers les vitres crasseuses, j'étais de plus en plus déterminée à rester avec papa et Marie. Viens voir, maman disait-elle en tendant les bras vers moi, comme si elle s'attendait à ce que je me précipite vers elle. Mais la peur, en la voyant devant moi, me paralysait. Même si je savais que papa était là pour me protéger, je me faisais pipi dessus quand elle commençait à crier. Elle semblait passer son temps à hurler, s'en prenait à tout le monde, et n'hésitait pas à lancer des clés et d'autres outils autour de moi. Si elle parvenait à s'approcher suffisamment de moi, elle lui griffait le visage pendant qu'il tentait de la neutraliser. Papa voulait à tout prix éviter de la frapper. C'était pourquoi il appelait sa sœur Mélissa, qui habitait à côté, et lui demandait de régler son compte à maman pour lui. Ma tante adorait mon père, comme tout le monde d'ailleurs, et elle aurait fait n'importe quoi pour protéger son petit frère. Elle arrivait en courant et les deux femmes se crêpaient le chignon devant le garage, se tirant les cheveux, échangeant des claques et des coups de pied. C'est toujours ma tante qui l'emportait, si bien que maman n'a pas tardé à s'enfuir dès qu'elle la voyait arriver. Elle s'engouffrait dans une voiture où l'attendait un de ses copains de beuverie, et ils partaient en trombe comme des braqueurs en fuite. Je pense que maman aimait en fait surtout se donner en spectacle. Elle ne cessait de nous harceler, appelait constamment à la maison, au garage, ou se pointait carrément pour chercher la bagarre. Elle rayait la carrosserie de la voiture de papa, cassait les vitres de Marie avec des briques. Elle essayait tout ce qui lui passait par la tête pour montrer sa haine et assouvir son désir de vengeance. Finalement, Grimm, le propriétaire du garage, n'a pas pu en supporter davantage et a été contraint de dire à papa qu'il fallait que ces scènes constantes cessent, car elles commençaient à faire peur aux clients et à nuire à son commerce. Il ne pouvait pas les tolérer plus longtemps si elle empêchait les clients de venir. Il a appelé un soir et a demandé à papa de le retrouver le lendemain pour qu'ils réfléchissent ensemble à une solution. Ce soir-là, papa et Marie ont parlé de la situation. Ce n'est pas bon pour Joe d'assister à ces scènes, a-t-elle dit. Il faut que tu le laisses à la maison avec moi. Il a 5 ans. Il va bientôt aller à l'école. Je peux le garder jusque-là. Non, non. Papa est inflexible. Laissez va immédiatement venir le chercher si je sais ça. Il aime venir au garage de toute façon. C'était très dangereux de la part de Marie de proposer de me garder, parce qu'elle était terrorisée par maman, comme tout le monde, à part peut-être ma tante Mélissa. Maman était une femme très dure, capable de frapper très fort. Elle pouvait mettre KO un homme d'un simple coup de poing. Alors, une femme menue comme Marie n'avait aucune chance contre elle. Marie et papa en ont parlé pendant une bonne partie de la nuit, et il a fini par accepter de me laisser à la maison le lendemain pendant qu'il discuterait avec Grimm de ce qu'il allait faire pour résoudre leurs problèmes. Ainsi, le lendemain matin, je suis restée avec Marie. Papa est revenu à midi pour passer prendre ses outils. Il avait toujours sa propre caisse à outils qu'il gardait jalousement avec lui, et personne n'avait le droit d'y toucher, pas même ses collègues au garage. J'ai dit à Grimm que j'obtiendrai une ordonnance du tribunal pour interdire à Leslie de venir au garage, a-t-il dit. Mais il pense que si Joe ne vient pas pendant quelque temps, elle ne viendra plus non plus. Je les écoutais et les regardais prendre ses outils et se diriger vers la porte. Ils étaient alors tournés vers moi. Tu veux venir au travail avec papa a-t-il demandé en me faisant un clin d'œil. Non, a dit Marie. Que va dire Grimm s'il l'apprend? Grimm n'est pas là cet après-midi. Ça va aller. Une dernière fois, ça ne lui fera pas de mal. Ça ne me plaît pas du tout, William, a protesté Marie. Tu ne vas quand même pas risquer de perdre ton travail. Ça n'arrivera jamais, a insisté papa. Et Marie a fini par céder et me laisser partir. C'est un après-midi que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Il a changé ma vie pour toujours. Je me souviens de chaque détail, de tout ce qui s'est passé ce jour-là. C'est gravé à jamais dans ma mémoire. Et 30 ans plus tard, les événements de cet après-midi-là viennent encore hanter mes cauchemars. Tandis que je glissais ma main dans celle de papa et que nous nous dirigions vers sa voiture, j'étais loin d'imaginer que la vie telle que je l'avais connue jusque-là allait s'arrêter brutalement. Chapitre 3. Enfer.
Pardon. C'était un jour froid et venteux du mois de février. Papa et moi venions d'arriver devant le garage et de nous garer sur l'accotement herbeux quand un des autres mécaniciens, Derek, un bon copain de papa, lui avait fait signe de venir le rejoindre vers une voiture qui se trouvait sur un pont de graissage. Tu sens cette odeur d'essence, William? A demandé Derek. J'ai regardé de partout, mais j'arrive pas à déterminer d'où ça vient. Retourne dans la voiture, m'a dit papa. J'en ai pour 1 minute. J'aurais préféré rester à côté de lui et l'aider, mais je n'ai pas pris la peine de demander parce que je savais qu'il allait dire non et qu'il viendrait me chercher dès qu'il aurait résolu le problème. Il m'avait souvent expliqué que les moteurs de voiture étaient dangereux et qu'il ne pouvait pas se permettre de me laisser jouer avec s'il ne pouvait pas me surveiller. Papa ne m'interdisait pas grand-chose quand j'étais avec lui, mais il était inflexible sur ce point. Il avait verrouillé les portières de la Ford Capri et je les regardais à travers le pare-brise s'approcher du véhicule endommagé avec des règles. Ça ne me faisait rien d'attendre. J'aimais être au garage avec papa, même s'il m'avait dit que c'était peut-être la dernière fois que je venais, du moins pendant un certain temps, à cause de tous les problèmes que maman lui avait causés. J'étais assis au volant et je jouais avec le levier de vitesse, imitant les mouvements que je lui avais vu faire pendant qu'il conduisait. C'était mon idole et je voulais lui ressembler le plus possible. J'étais pas inquiet à cause des portières fermées car je savais comment les ouvrir si je voulais. Papa m'avait montré comment faire depuis la fameuse histoire du frein à main. De toute façon, je n'avais aucune intention de lui désobéir. Je le respectais trop pour ça. S'il me disait de rester dans la voiture, je restais dans la voiture. Il n'avait jamais levé la main sur moi parce que je ne lui en avais jamais donné l'occasion. Je l'aurais suivi jusqu'au bout de la terre sans jamais remettre en question une de ses décisions. À travers le pare-brise, j'ai regardé papa qui s'allongeait sur le sol graisseux du garage dans son bleu de travail, comme je l'avais vu faire des centaines de fois auparavant. Il s'est glissé sous la voiture pour tenter de voir d'où venait la fuite d'essence. C'était une journée de travail comme toutes les autres. J'ai entendu le téléphone sonner dans le bureau. L'immense cloche a retenti dans l'atelier comme une alarme d'incendie couvrant le grondement des moteurs et le cliquetis des outils. Derek est allé dans le bureau pour répondre. Papa! Ai-je crié à travers la fente de la vitre entr'ouverte, connaissant sa réponse avant même d'avoir posé la question. Je peux venir sous la voiture avec toi? Non, a-t-il crié. Tu restes là, j'en ai pour 1 minute. Tandis que je recommençais à jouer avec le levier de vitesse et le volant, j'ai vu un client sortir de la salle d'attente avec une cigarette au coin des lèvres. Il avait remonté le col de sa veste pour se protéger du froid. Je ne savais pas vraiment ce que c'était l'essence. J'en avais déjà vu, certes, et je trouvais que ça ressemblait à de l'eau. De l'eau avec une drôle d'odeur. C'est pourquoi je ne me suis pas affolée quand j'ai vu l'homme jeter son mégot vers la porte du garage et que le vent l'a soulevé et l'a entraîné vers l'intérieur, où son extrémité rougeoyante s'est mise à luire de façon sinistre. Pendant 1 minute, tout a continué normalement, puis soudain, d'immenses flammes rouges et oranges se sont dressées autour de la voiture sous laquelle papa était couché. J'ai vu au milieu de ce brasier sa silhouette se tortiller pour sortir et se lever. Je me suis mise à hurler, à l'appeler de toutes mes forces, mais ma voix ne portait pas plus loin que la voiture dans laquelle j'étais enfermée. Papa! Papa! Une explosion a soulevé la voiture endommagée, la renversant sur le côté, comme on le voit parfois dans les films d'action. Le souffle a secoué la Ford Capri et m'a plaqué violemment contre le siège. Papa avait réussi à se mettre debout, mais son corps était en feu. Il courait, hurlait dans le garage. Je me souviendrai toujours de ces cris où se mêlaient la douleur et la terreur. Il était incapable d'échapper aux flammes qui s'accrochaient à lui. Plus il bougeait, plus il les attisait. Les autres hommes, dont Derek, sont tous sortis en courant du bureau et sont restés cloués sur place, horrifiés. Le temps semblait s'être figé pendant que, paralysé par l'effroi, il regardait papa. Attisé par le vent qui s'engouffrait de nouveau par la porte, une fois le souffle de l'explosion passé, les flammes devenaient de plus en plus violentes.
Tout en me débattant avec le verrou de la portière pour aller rejoindre mon père, je l'ai vu courir comme un forcené, et ses cris ont résonné dans mes oreilles. J'avais l'impression que personne ne faisait rien pour l'aider, mais j'ai découvert plus tard que Derek avait tenté en vain d'utiliser l'extincteur. Un voisin, qui habitait en face du garage et qui avait entendu l'explosion, est arrivé en courant. Il a pris papa, l'a jeté au sol et a tenté d'étouffer les flammes. Je suis enfin parvenue à sortir de la Ford Capri et je me suis précipitée vers l'endroit où papa était couché. Les flammes s'étaient éteintes et tout était noir. Papa tremblait de tout son corps. Il entrait en état de choc. Derek a couvert mon visage avec sa main avant que je ne puisse voir le visage carbonisé de mon père. Je me souviens de l'odeur néanmoins. Une odeur écœurante, de chair brûlée et de fumée étouffante. J'ai entendu le bruit des sirènes qui s'approchaient et j'ai vu des gens courir dans tous les sens pendant que je me débattais pour me libérer. Je donnais des coups de pied et mordais dans les bras de Derek, voulant à tout prix m'approcher de mon père. Derek a continué à me tenir fermement pour me protéger de cette vision traumatisante et pour ne pas que j'aille gêner les ambulanciers. Ils ont couché papa sur une civière et l'ont installé à l'arrière de l'ambulance. Venir avec vous, papa, dis-leur que je peux venir, ai-je dit en pleurant. Les ambulanciers ont refusé en expliquant qu'ils ne pouvaient pas prendre d'enfants avec eux. Derek a téléphoné à ma tante Mélissa et est arrivé quelques minutes plus tard. Elle a essayé de me réconforter, mais elle était trop inquiète pour son frère pour penser relationnellement. À cet instant, j'avais l'impression que le monde s'était écroulé autour de moi. Je n'avais que 5 ans. Je voulais mon papa. Chapitre 4. Débranchez-le. L'ambulance est partie en trombe, toute sirène hurlante. Je l'ai regardée s'éloigner, puis ma tante Mélissa m'a conduite jusque chez elle et a téléphoné à Marie pour lui apprendre ce qui s'était passé. Lorsque Marie est arrivée, je l'ai entendue parler à voix basse et je l'ai vue échanger des regards que je n'étais pas censée surprendre. Le mari de Mélissa, Amani, un grand Nigérien, n'arrêtait pas de me fixer et je me souviens m'être sentie mal à l'aise. Je ne voulais pas le voir là-bas. Quand est-ce que je pourrais pouvoir aller à l'hôpital pour voir mon papa? N'arrêtais-je pas de demander. Je savais que ces brûlures devaient le faire atrocement souffrir. Je me rappelais très bien la douleur que j'avais ressentie quand maman avait appuyé ma main contre le fer brûlant. Je pensais donc pouvoir imaginer la souffrance que devait endurer mon père après avoir été complètement englouti par les flammes, et je voulais aller le voir pour le réconforter. Je ne pouvais plus enlever de mon esprit l'image de sa silhouette en flammes. Je ne voulais pas être séparée de lui alors que j'étais si inquiet. Je me sentais exposée et vulnérable. Toutes les mauvaises choses qui m'étaient arrivées s'étaient toujours produites quand il n'était pas là pour me protéger, et je ne savais pas quand il pourrait sortir de l'hôpital et être de nouveau là pour moi. Je n'arrêtais pas d'interroger les adultes, mais aucun d'eux n'avait de réponse à me donner. Tout le monde pleurait. Marie m'a emmenée chez elle quelques heures plus tard. Je me sentais plus à la maison, chez elle que chez ma mère. J'étais en état de choc, incapable de digérer ce que j'avais vu. Les images passaient en boucle dans ma tête, et j'ignorais quelles répercussions ces événements allaient avoir dans ma vie. Merci, c'est gentil. Bonjour, Rarocha. Pourtant, pas une seule fois, je me suis dit que mon père allait mourir. Je ne savais pas ce qu'était la mort à cet âge. J'étais inquiet pour lui, horrifié par les cris qu'il avait poussés, mais je pensais qu'on allait le guérir et qu'il reviendrait s'occuper de moi, juste avec quelques cicatrices rappelant ce jour atroce. Je croyais que les médecins allaient le sortir de là comme ils l'avaient fait pour Thomas et moi quand nous avions été blessés. Il brûlait. Marie a essayé de me parler, de me préparer au pire. Parfois, quand les gens sont très gravement blessés, ils meurent et ils vont au ciel pour être auprès de Dieu. C'est un endroit magnifique et il peut voir tous les êtres qu'il aime éveillés sur eux de là-haut. Je l'écoutais comme si elle était en train de me raconter un conte de fées. Je n'ai pas pensé une seconde à ce qu'elle était en train de m'expliquer, risqué d'arriver à mon père. Convaincu qu'il arrangeait les choses une fois que les médecins auraient guéri ses brûlures, j'attendais juste de le revoir. Ce n'est que 3 jours plus tard que j'ai été autorisée à le voir. J'ignore si l'hôpital avait autorisé les visites avant, mais Marie savait sans doute que maman serait là-bas. Peut-être ne voulait-elle pas m'y emmener et risquer que maman ne me prenne de force avec elle.
à moins qu'elle n'ait pensé qu'il serait trop traumatisant pour moi de voir papa dans cet état. En tout cas, je l'ai harcelée pour y aller, jusqu'à ce qu'elle finisse par céder. Même si c'était une adulte, elle devait être aussi choquée par cet accident que moi. Son instinct devait la pousser à se rendre immédiatement au chevet de l'homme qu'elle aimait, mais elle devait craindre que maman ne fasse des histoires dans la chambre d'hôpital. Lorsqu'elle m'a amenée, il savait qu'il allait mourir, et elle a dû décider de me laisser l'occasion de lui dire au revoir. Il était déjà en état de mort cérébrale, mais je n'en avais aucune idée quand je suis arrivée à l'hôpital, en serrant bien fort la main de Marie. Je me suis cramponnée à elle pendant que nous traversions des couloirs interminables, redoutant de croiser maman, nous attendant à la voir surgir chaque fois que nous franchissions une porte. Quand enfin nous sommes arrivés à l'unité des soins intensifs, tout était calme. Les lits étaient entourés d'appareils qui bourdonnaient et clignotaient, maintenaient en vie les patients auxquels ils étaient reliés. Nous nous sommes arrêtés à côté d'un lit, et j'ai essayé de comprendre ce que je voyais. La silhouette inconsciente sur le lit, entièrement recouverte de bandages avec des tuyaux qui semblaient entrer et sortir de son corps, ne ressemblait pas à mon papa. Au départ, j'ai pensé que ce n'était pas lui. Je me suis dit qu'ils avaient dû faire une erreur et qu'ils m'avaient emmené vers le mauvais lit. Où est papa? Ai-je demandé à Marie. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? C'est ton papa, Joe, a dit doucement Marie, et j'ai vu des larmes briller dans ses yeux. Elle devait être tout aussi bouleversée que moi de le voir ainsi, mais elle voulait être courageuse et à tout prix éviter de s'effondrer devant moi. Une infirmière vérifiait quelque chose sur un écran à côté du lit. Elle m'a regardée avec compassion. Je me suis alors tournée vers la silhouette recouverte de bandages. Elle était en partie recouverte de sacs transparents remplis de liquide. J'avais l'impression que le sang et la chair à vif dégoulinaient et suintaient à l'intérieur, mais je devais sans doute voir les terribles brûlures à travers les poches transparentes. Les machines faisaient un bruit sourd et la poitrine de papa se soulevait, puis retombait, mais son visage était complètement caché par les bandages. Je ne pouvais voir ni ses yeux, ni sa bouche. Papa, ai-je dit d'un ton hésitant, mais ma voix paraissait étrange, comme si le mot était resté coincé dans ma gorge. Il ne peut pas parler, a expliqué Marie en caressant mes cheveux. Je me suis alors éloignée du lit, remplie d'effroi par le spectacle que je voyais sous mes yeux. Marie a sans doute réalisé qu'elle avait fait une erreur en cédant à mes supplications et en m'amenant à l'hôpital, mais il était trop tard. Soudain, maman est apparue de l'autre côté du lit. J'ai sursauté et je me suis mise à trembler. J'étais persuadée qu'elle allait se jeter sur nous comme elle le faisait chaque fois qu'elle venait au garage. Pourtant, elle s'est comportée différemment. Elle a joué la jeune épouse éplorée et traumatisée devant l'infirmière. Ça n'a pas duré longtemps néanmoins. Son chagrin s'est vite transformé en colère dès que nous nous sommes retrouvés seuls autour du lit. J'ai compris à son visage furieux qu'elle n'était pas du tout contente de voir Marie. Qu'est-ce que tu fous ici? A-t-elle demandé d'un ton hargneux dès que l'infirmière a été hors de portée de voix. C'est mon putain de mari, pas le tien! Marie n'avait malheureusement rien à dire pour sa défense. Comme ils étaient encore officiellement mariés, maman était la plus proche parente de papa, et c'est à elle que s'adressaient les médecins et les infirmières pour parler de son état ou des décisions à prendre. Peu importait pour eux qu'il y ait engagé une procédure de divorce. À la grande joie de maman, Marie était complètement exclue de toutes les informations médicales et de toutes les décisions. Tant que papa était inconscient, elle avait tous les pouvoirs sur nous. Même si je n'en avais pas conscience à l'époque, c'est l'appareil auquel il était relié qui maintenait papa en vie. En tout cas, les docteurs m'ont dit qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir, a dit maman. Ils pensent qu'il est temps d'arrêter la machine. Mais c'est à moi que revient la décision. Marie a laissé échapper une exclamation horrifiée et a couvert sa bouche avec sa main. Non, Leslie, fais pas ça, je t'en prie. Ne renonce pas maintenant. Il y a peut-être encore un espoir. Je me cramponnais au bras de Marie, tentant de saisir ce qu'elle disait, mais j'ai su en regardant le visage de maman qu'elle avait déjà pris une décision. Une décision très importante. C'était déjà pas un bon mari avant.
Alors maintenant, c'est encore pire. Maman savourait son nouveau pouvoir qui lui permettait de décider de la vie ou de la mort de l'homme qui l'avait trahie. Elle tenait enfin sa revanche et ne se souciait plus de jouer la veuve éplorée. Il était sur le point de divorcer, a protesté Marie. Il vivait avec moi. C'est moi sa plus proche parente, pas toi. C'est moi qui devais prendre la décision. Je suis toujours sa femme aux yeux de la loi. Tu n'es que sa putain, A hurlé maman. Les infirmières se sont retournées et se sont précipitées vers nous pour calmer les choses. Marie a essayé d'expliquer la situation aux infirmières. À l'une d'elles est allée chercher un médecin, mais c'était peine perdue. Si papa avait pu parler, il aurait dit que c'était à Marie de s'occuper de tout et que maman ne devait en aucun cas s'approcher de nous. Mais il ne parlerait plus jamais. Marie a réalisé qu'elle ne pouvait plus rien faire, que maman avait la loi de son côté. Pourtant, elle a continué à plaider sa cause devant le personnel. c'est à moi de prendre la décision, A insisté maman auprès du médecin. et je vous dis de le débrancher. Submergée par le chagrin, Marie a continué à se battre, même si elle savait déjà qu'elle n'avait aucune chance de faire changer maman d'avis. Elle l'a supplié de réfléchir, mais maman était encore plus en colère de voir que Marie osait contester sa décision. Elle se disputait de plus en plus et criait de plus en plus fort, si bien que les infirmières ont été contraintes d'appeler le service de sécurité de l'hôpital avant qu'elle en vienne aux mains. Les gardes ont dit à Marie de quitter les lieux. Tu peux le laisser ici avec moi, A dit maman en me montrant. Je me suis cachée derrière Marie du mieux que j'ai pu. Pas question, il reste avec moi, a insisté Marie en serrant ma main dans la sienne. C'est ce que William aurait voulu. Elle savait que papa n'aurait jamais voulu que je retourne chez ma mère, et elle redoutait déjà ce que maman allait me faire une fois qu'elle mourrait pour elle toute seule. Sachant qu'elle avait la loi de son côté, maman a demandé au personnel de l'hôpital d'appeler la police. Elle n'allait certainement pas permettre à Marie de garder quelque chose qui lui appartenait, même si elle ne voulait pas vraiment de moi au fond. Marie a tenu bon et nous avons tous attendu pendant que le personnel tournait nerveusement autour de nous. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont séparé les deux femmes en les mettant chacune dans une pièce différente. Ils ont d'abord interrogé Marie. Je me cramponnais à elle pendant qu'elle tentait d'expliquer que papa avait obtenu ma garde à cause de la façon que maman me traitait et qu'il avait tout fait pour qu'elle ne remette plus jamais la main sur moi. Pourtant, ces arguments ne pouvaient rien changer à la situation. Je dépendais légalement de maman, et si elle disait que je devais retourner vivre avec elle, alors je n'avais pas le choix. La police ne comprenait certainement pas le problème, puisque maman élevait déjà 5 autres enfants. J'ai écouté sans vraiment saisir ce qui se passait, jusqu'à ce qu'une policière vienne s'agenouiller à côté de moi. Il faut que tu ailles avec ta maman, a-t-elle dit. Je me suis mise à crier. Non, laissez-moi. Marie ne pouvait plus rien faire à présent. Nous sommes retournés dans le couloir où maman attendait en jubilant. Ils l'ont débranché. On n'a plus rien à faire ici. Et viens, Joe. Marie a fondu en larmes pendant que maman me traînait derrière elle. Tout en sanglantant, je l'ai suivie contraint vers la sortie. Quelques jours auparavant, Marie croyait encore qu'elle allait passer sa vie avec papa et qu'elle allait m'élever comme si j'étais son propre fils. Aujourd'hui, elle n'était plus qu'une mère célibataire, et mon demi-frère, qui était né tout juste 2 mois avant l'accident, était tout ce qui lui restait de mon père. Tandis que nous rentrions à pied chez elle, maman a mis les points sur les i pour que je comprenne bien ce qui se passait. Ton père est mort. Il ne reviendra plus. Il est parti pour de bon, m'a-t-elle dit. Il est allé au ciel. Ai-je demandé à travers mes larmes. Non, il est allé en enfer où vont tous les méchants. Dieu a dit que ce n'était pas un homme bien. Et maintenant, son corps va être réduit en cendres. C'est Dieu qui a jeté cette cigarette dans l'essence. Mais il n'a pas fait le travail comme il faut. Maintenant, son corps va être mis dans un four et va brûler jusqu'à qu'il n'en reste que des cendres. Pendant qu'elle parlait, j'ai revu le mégot de cigarette poussé par le vent à l'intérieur du garage. Avais-je donc assisté là à l'intervention de Dieu? Qui d'autre aurait pu contrôler le vent? Ces mots railleurs avaient une horrible logique, et j'ai imaginé mon père brûlant en enfer pour l'éternité exactement comme je l'avais vu courir dans le garage, le corps rongé par les flammes.
Je pleurais tellement que je n'arrivais presque plus à respirer. Ne pense surtout pas que tu es spécial, juste parce que tu étais le chouchou de ton père, et parce que tu l'as vu brûler sous tes yeux, a-t-elle dit en serrant ma main de toutes ses forces. Tu n'as rien de spécial. Tu n'es rien. Et je vais te le prouver. Attends un peu. On se retrouve plus tard pour la suite. Je vous souhaite une agréable soirée, ou même peut-être à tout à l'heure. À bientôt, merci d'être passé.